Bon. Alors. Là, j'ai toute une journée pour moi. Tout à l'heure, je regarde. Le facteur sera passé. J'irai chercher ma lettre. Je remonterai. Une vie de maniaque. Un peu fou, hein. Ouais. Ouais. Ridicule hier soir d'être allé là-haut. Regarder le bistrot. Se mettre à la table. Pourquoi est-ce que je me suis même pas assis à la place où Breton s'assoit? Ouais. Et dire que je peux de temps en temps me payer de sortir un livre et de lire 10 lignes. Et quand je lis 10 lignes, je crois que je suis mieux, ça m'a rempli. Je suis un homme par moments totalement dépourvu de... Quel est le mot qu'il faut dire là? Je suis dépourvu de mots. Je vais me faire chauffer un peu d'eau. Je ne mettrai pas de café. Je mettrai seulement du sucre. Je vais à la cuisine. Là, je mets la casserole sur le feu. C'est l'heure où Cécile, sans doute, est réveillée. Si elle a dormi. C'est l'heure où elle se dit « Il est réveillé ». Combien de temps je peux résister comme ça? Pourquoi est-ce que je dis « je peux résister » ? Je n'ai pas à résister, je n'ai pas d'appel. Je n'ai pas d'envie. Je voudrais pouvoir un peu travailler. Je ne peux pas beaucoup travailler. Et quand je travaille, je ne suis pas sûr de vraiment travailler. Je me fais croire et je lui fais croire. Oui, il y a de ça. Combien de temps je peux résister? Moi, je peux résister des années. Des années. Seulement, c'est l'envers qu'il faut dire. Combien de temps elle peut résister? Ah, là, je ne peux pas dire des années. Ça dépend. Si elle est torpillée, elle ne peut pas être torpillée des années. On coule. Moi, je ne coule pas. Moi, je ne coulerai pas. Je ne coulerai pas. J'ai ma lettre. 9 heures. Mon café. Premier café. J'ouvre la lettre. Je remue le café. Je bois. Petite lampée. Ça commence. Mon Freddy. Ouais. En haut, il y a la date, il y a le jour, il y a l'heure. Ouais. Papier petit format. Toute petite écriture. J'étais si heureux à l'île Saint-Louis quand je recevais un petit mot d'elle. Une fois, elle est venue, elle a glissé le mot sous la porte. J'étais là. J'ai pas fait attention. J'ai rien entendu. C'est au moins 1 heure, 2 heures après, en me levant, en me tournant, j'ai vu une enveloppe. Tout de suite, j'ai su qui c'était. Elle me proposait « Venez avenue Émile Zola. Ce soir, si vous ne pouvez pas, laissez un message. Vous dînerez. » Là, dans la lettre, c'était quelques détails. Ce sont des lettres d'enfants que nous nous envoyons. De temps en temps, ce sont des lettres d'un homme à une femme, mais c'est beaucoup plus rare. Elle me parle comme si j'étais un enfant. Et je fais aussi ça. Je ne sais pas qui a commencé. Peut-être que c'est ensemble que nous avons pris. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas un besoin. Il y a des parties de mes lettres qui ne sont pas du tout ça, mais dès que je parle de sa santé, que je l'imagine dans son lit avec de la fièvre, que je crois la voir tourmentée, pour la calmer,
Je ne m'adresse pas à la femme. Je m'adresse à ce qui est encore toute la fraîcheur en elle. Je m'adresse à ce qui peut être à la fois le plus blessé et peut-être qui peut vite se retourner. On peut vite de l'enfant passer à... Alors elle me donne d'autres détails. La dernière ponction qu'on a faite. Elle me dit, j'ai besoin de le dire, à toi. Je n'écris à personne. C'est vraiment très douloureux par moments. La doctoresse ne sait pas où piquer, elle ne sait pas comment piquer. C'est vrai que j'ai déjà été tellement piqué pour ces ponctions. C'est en dessous le bras. Il faut se mettre sur le côté, il faut relever le bras. Il faut respirer un peu, juste avant. Et à ce moment-là, je serre vraiment les dents. Je sens qu'elle appuie, puis que ça ne veut pas bien rentrer. Il faut que l'aiguille, c'est pas une petite aiguille, tu sais mon chéri. C'est un vrai trocard. Un trocard, c'est gros comme une aiguille à tricoter. Enfin, elle a traversé la peau. Elle est entre deux côtes. Et là, elle avance. Elle avance, puis elle s'arrête. Le plus dur de la première partie est passé. Maintenant, il va falloir aspirer. Je te donne tous ces détails parce que je sais que ce qui est mon corps, ça ne te rebute pas. Tu me l'as déjà tellement dit. Je suis si sûr que si tu avais quelque chose, pour moi, rien ne serait sale, sortant de toi, allant dans toi. Mais je ne voudrais pas que la vie entière passe comme ça. Mais là, en ce moment, je te parle de mon corps. Je te dis, elle en a sorti. Elle en a sorti beaucoup. 2 seringues de 20 cm3. C'est beaucoup, ça fatigue. Depuis, j'ai la tête qui tourne. Mais je ne peux même pas dire depuis, je suis mieux. On te sort ça, mais il en reste encore dedans. Et puis sortir ça, ça n'est pas te débarrasser de tout ce que tu as. C'est à cause de ce liquide-là que j'ai tellement de fièvre le soir. C'est sans doute le soir qui recommence à monter. Dans la journée, il reprend un peu ce que je lui ai retiré, mais quand il arrive au soir, il a retrouvé toute sa vigueur. Un jour, elle m'a dit, « Crois-tu qu'on pourrait écrire un poème sur une ponction ?» Je lui ai répondu, « Oui. » J'ai même dit, j'ai essayé, mais il ne faut pas que ça soit bien, il faut que ça soit une ponction. Je ne suis pas sûr d'y être arrivé une seule fois. Une autre fois, elle m'a donné un détail. Elle m'a dit, en dessous le bras, là où ça commençait à se refermer, ça s'est de nouveau ouvert. C'est le liquide qui est derrière, qui a refait le chemin de ce qui s'était fermé. Il s'est faufilé. C'est comme dans une grotte tout ça. J'ai l'impression que je résonne quand j'ai été ponctionné et que ça devient sourd quand il remonte. Dans une grotte, ça doit être ça. Tu ne crois pas, chérie? Moi, je crois. Toi aussi, tu croiras ça. C'est l'eau qui monte dans la grotte. C'est l'eau qui se vide de la grotte. Un jour, je te demanderai, il faut me dire combien de temps ça va durer. Si je savais exactement, à 1 mois près, le temps, je résisterais certainement beaucoup mieux. Mais tous les jours, je me dis, ça y est, ça remonte, ça remonte. Et 3-4 jours après, on me dit, il faut descendre. Et on me descend. Et on me met dans la salle à pansement. Et là, on me ponctionne. Et j'en ai encore combien devant moi? C'est pas le nombre de ponctions, c'est le temps. Parce que des ponctions, je pourrais n'en avoir qu'une par quinzaine. Même une par quinzaine, je voudrais savoir combien je vais avoir de quinzaines encore devant moi
à accepter. J'accepte, mais je n'accepterai bien. Peut-être que ma fièvre sera moins haute que si un jour on me dit « Madame, encore 2 mois, c'est fini. » Je sais qu'on ne peut pas me dire ça. Je sais que j'en demande là, non pas trop, je demande ce qui n'est pas à demander. Ils ignorent tout de la vie. Ils subissent. Le docteur, il est comme moi, il subit. J'ai du liquide, il subit mon liquide. C'est le liquide qui m'empêche de revenir près de toi. Je ne l'accuse pas, je ne le maudis pas. Je trouve que j'ai peut-être assez souffert. Ça aussi, tu le crois. Nous avons assez souffert. Je ne sais pas ce qu'il fallait payer, mais je crois que nous avons payé. Ces lettres de Cécile, je les garde sur moi. Quand je vais aux enfants, je sors les lettres. Je cherche la lettre. Maintenant, il y a une lettre sacrée, qui parle du liquide sacré. Oui, c'est cette grande lettre sur cette grande difficulté de subir la pénétration. Et là, non pas de faire semblant de jouir, mais d'accepter la totalité de la perforation, de l'aspiration, de la succion, de cette grosse seringue qui pend, et qu'on vide, et qu'on rebranche, et qu'on actionne, et qu'on revide. Avec les rares paroles « Ça va, madame ?» Je les entends, je la vois, je vois le liquide. Je lui ai même demandé quelle est la couleur du liquide. Maintenant, je connais la couleur du liquide. J'ai fait une gouache en imaginant que c'était la couleur du liquide. Il y avait du jaune, il y avait du vert. Le jaune s'est un peu mélangé au vert. Le vert s'est éclairci. Autour, j'avais mis un peu d'ocre avec de l'oranger dedans. Peut-être. Peut-être est-ce ça l'intérieur de sa grotte. Je suis rentré avec mon pinceau dans sa grotte. La couleur que j'amenais éclairait la grotte. La tête de Cécile était hors de la grotte. Mon pinceau, c'était pas une seringue. C'était pas une aiguille. Mon pinceau, c'était comme ma langue et mon sexe en même temps. Ils venaient ensemble apporter ma propre liqueur à l'intérieur de cette liqueur. Les deux réunis, son liquide à elle, mon liquide à moi. On ne fait pas semblant. Elle ne s'agite pas pour me dire tu me fais mal. Je ne m'agite pas pour dire je suis bien, je vais être heureux. On ne fait pas comme. On est séparés de près de 700 kilomètres. Cécile est là avec sa grotte. Et moi, je suis dans son lit, à entendre sa grotte qui fait tac, 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 à entendre les gouttes qui tombent, à mettre ma main et à les recevoir, à regarder ma main, à comparer avec la couleur que je viens de faire, à trouver que c'est presque ça, presque. Pour que ça soit exactement ça, il faudrait une pointe de fièvre. Mais quelle est la couleur de la fièvre? Je lave mon pinceau. La gouache n'est pas finie. Elle commence à sécher. Quelle est la couleur de la fièvre? Ce n'est ni le vert, ni l'orange. Ce n'est pas le jaune. Quelle est la couleur de la fièvre? Avec mon pinceau, je survole les petits godets. Je les passe en revue. Je n'ai pas la couleur de la fièvre. La couleur de la fièvre,
Je suis malheureux de ne pas trouver la couleur de la fièvre. Si j'avais la couleur de la fièvre de Cécile, ma gouache serait comme une passerelle. Ma gouache transporterait quelqu'un qui marcherait dessus. Ça serait deux personnes qui marcheraient dessus, qui ne marcheraient pas sur une passerelle pour se jeter en bas, dans le pu. Ça serait deux personnes qui, sur cette passerelle, iraient d'une berge à une autre. Ça serait Cécile et Fred. Je laisse tomber mon pinceau. Ce n'est pas le pinceau qui me mènera à ça. Avec mes yeux, je me promène sur le bord de ma table. Je n'ai pas fait la poussière depuis je ne sais combien de temps. Ma gouache est presque sèche. J'ai raté. Au bout de ma table, il y a mes bouteilles d'encre de Chine. Je me penche, je prends mon porte-plume. Je gratte l'encre qui a séché dedans depuis des jours. Je prends une petite bouteille. Je l'ouvre. C'est de l'encre noire. Je trempe ma plume. Je viens sur ma gouache, là où elle n'a pas encore séché. Je laisse frotter tout doucement, sans appuyer, ma plume. Ma plume dépose du noir dans ce qui est encore humide. Et la partie qui est encore humide, elle est jaune. Et ce que je mets devient comme un petit mille-pattes. Ça bave un peu. Le trait du milieu, c'est le corps. C'est la fièvre qui est là. La fièvre, c'est un mille-pattes qui marche, qui va partout, qui frotte, qui donne envie de se gratter, qui ne mord pas, qui a besoin d'une couleur pour avancer. Petit à petit, il se dissout. Même son corps un peu plus solide un instant d'avant, son corps commence à se diluer. J'ai l'idée de reprendre mon pinceau. Je le trempe dans l'eau pure. Je le secoue. Je ne fais pas tout tomber. Je viens au-dessus de mon mille-pattes de fièvre. Avec la pointe des premiers poils pointus, la goutte apparaît. Tout doucement, elle se forme. Elle est grosse. Elle est grosse. Maintenant, elle va partir. Le pinceau va éjaculer. Pouf! La goutte est tombée. Le silence le plus parfait, mais le bruit le plus immense. J'ai entendu tout ça. J'ai supposé tout ça. J'ai été le témoin. Elle prend la fièvre. Elle se nourrit de la fièvre, la goutte pure. Elle est le comprimé le plus attendu par la gouache. Elle est la perle du médicament que les hommes n'inventeront jamais. Elle est ce que nous ne savons pas, que nous attendons toujours. Elle a fait son travail. Non pas un travail corrosif, non pas un travail dans le combat. Elle a fait le vrai combat qui n'est pas de se battre, qui est il faut s'étaler, il faut bouger, faire reculer les grains de sable. Maintenant, cette tache, elle n'est plus jaune, elle n'est pas noire. Des milliers de petites paillettes ont suivi les tout petits canaux encore humides. C'est le fond, c'est un grand fond. C'est le fond de l'œil de Cécile. Un des rêves de la nuit passée ou d'une nuit précédente. Dans le rêve, je n'ai retenu que on entoure une maison, on est armé. Je regarde le chef. Le chef rentre dans la maison. Je regarde par la fenêtre. Je vois un homme se lever.
marcher reculant, ouvrir une porte, disparaître. Je vois à ce moment-là le chef apparaître. Il est dans la pièce. Il regarde partout. Vite, je rentre. Je lui dis, quelqu'un est sorti, c'est un homme, par la porte. Il dit, retourne dehors, dis aux autres, cernez tout. On entoure le bâtiment. L'homme est là. Le chef arrive. Viens ici, attachez-le. On lui met une corde. On lui dit, suis-nous. On remonte dans la camionnette. La camionnette roule très vite sur la route de montagne. L'homme nous regarde. Au bout d'un moment, il baisse la tête. Il ferme les yeux. La camionnette s'arrête. On est chez nous. Chez nous, c'est une maison dans les bois. Les bois, on les tient. On fait descendre le type. On attend le chef. Il le prend par la ceinture. Il lui dit, suis-moi. L'autre ne peut pas résister. L'autre ne peut rien faire. Il a des cordes aux pieds qui l'empêchent de faire des grandes enjambées. Il a les mains et les poignets liés derrière le dos. Et la corde revient sur le devant de lui. Le chef le tire. Dépêche-toi. L'autre sautille. Disparaît. On range la voiture. Comme toujours, on astique les armes. C'est la grande occupation de la journée. C'est même l'occupation quelquefois de toutes les nuits. Quand on ne dort pas, on astique. On est toujours en train de retirer des petits grains. Il ne faut surtout pas que ça se bloque, que ça s'enraye. Notre vie, elle tient à ça. Beaucoup plus à ça qu'au reste. La vraie menace, elle vient de nous. Si par hasard, on n'entretient pas bien.